Salut les terriens! Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo consacrée aux missiles hypersoniques, dans laquelle je tentais d'apporter quelques précisions sur leur nature, les enjeux technologiques qui leur sont associés, et la nature des dangers qu'ils représentent. Cette vidéo a généré pas mal de réactions en commentaire, et outre les quelques personnes qui l'ont interprétée comme une vidéo politique, ce qu'elle n'était bien évidemment pas, j'ai eu un nombre assez étonnant de remarques et de questions concernant la MHD, la magnéto-hydrodynamique. De toute évidence, pour beaucoup, le sujet avait l'air indissociable de celui des missiles à grande vitesse, et je vous ai donc préparé cet épisode, à la fois pour faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas cette étonnante technologie, et pour expliquer pourquoi elle n'avait en fait pas sa place dans la vidéo précédente, et enfin et surtout pour essayer de comprendre pourquoi elle déchaîne autant les passions. Alors, entre armes secrètes et technologie alien, faisons aujourd'hui le point sur la MHD. La MHD, la magnéto-hydrodynamique, c'est la discipline qui étudie les interactions entre un fluide conducteur, qu'il soit liquide ou gazeux, et un champ magnétique. Pour comprendre ce qui engendre les phénomènes parfois surprenants dont on va parler aujourd'hui, commençons par revenir sur une expérience classique d'électromagnétique. Vous avez peut-être, au détour d'un cours de physique, vu réaliser l'expérience des rails de Laplace. Dans cette étude, on installe en travers de rails conducteurs un petit barreau métallique, le tout est alors placé au sein du champ magnétique généré par un aimant qui englobe l'installation. Au repos, et bien sûr si les rails sont horizontaux, le barreau reste immobile. Le champ magnétique est disposé de manière à ne pas l'attirer plus d'un côté que de l'autre, mais si on fait passer un courant électrique dans les rails et qu'il traverse donc le barreau, ce dernier se met soudain en mouvement de lui-même, dans un sens ou dans l'autre, suivant le sens du courant, sans que de l'extérieur rien ne semble agir dessus. Cette expérience illustre la force de Laplace, dont le pouvoir est d'accélérer, de façon il faut bien le dire assez étonnante, un objet parcouru par un courant électrique au sein d'un champ magnétique. Cette force n'a pour autant rien de mystérieuse, et c'est d'ailleurs elle qui fait tourner tous les moteurs électriques modernes. Cette expérience permet déjà assez bien de toucher du doigt les phénomènes pas très intuitifs qui se produisent lorsque l'on commence à jouer avec des aimants et des particules chargées. Mais si maintenant, au lieu d'utiliser des rails et un barreau solide, on refaisait l'expérience mais avec un conducteur liquide. Il nous faut toujours ici un aimant pour générer le champ magnétique, un générateur pour créer le courant électrique, mais au lieu de passer à travers un barreau de métal solide, il traverserait cette fois un liquide conducteur. Alors pour info, le liquide conducteur d'électricité le plus simple à obtenir si vous voulez faire l'expérience à la maison, c'est encore l'eau salée et ça fonctionne très bien. On va donc placer notre aimant entouré de 2 électrodes branchées sur le générateur dans une bassine d'eau salée. Le montage n'est pas très complexe, il ne reste alors plus qu'à envoyer le courant, et on peut même rajouter un petit colorant dans l'eau pour visualiser son écoulement. Et voilà, l'eau semble avancer toute seule, on vient donc de mettre en mouvement un liquide sans utiliser la moindre turbine, sans aucune hélice ou aucune autre pièce mobile grâce à la seule force électromagnétique. Ici, exactement comme dans l'expérience des rails de Laplace, le courant qui traverse l'eau entre les électrodes applique sur elle une poussée perpendiculaire à la fois au champ magnétique et au courant électrique. L'eau est donc localement propulsée dans le canal formé par les électrodes, et alors qu'elle sort du dispositif, c'est l'eau aspirée à sa suite qui est à son tour propulsée, et ainsi de suite. Comme on peut s'y attendre, plus le voltage entre les électrodes sera élevé, et plus le débit sera important. Et voilà, sans plus de mystère, on vient de faire de la MHD. Alors c'est très bien, mais à part faire des expériences de physique amusantes dans sa cuisine, à quoi tout ça peut-il bien servir ? Déjà, la compréhension de ces principes physiques et leur mise en équation permet d'appréhender un peu mieux certains phénomènes naturels. En particulier, au centre de la Terre se trouve une couche qui enveloppe le noyau, appelé noyau externe, principalement métallique et animé d'un mouvement permanent de convection. Les modèles de la MHD permettent de comprendre que ce sont des mouvements qui, comme une gigantesque dynamo, sont à l'origine du champ magnétique terrestre. Mais la MHD est aussi dans l'espace car une grande majorité de la matière observable dans l'univers, en particulier les étoiles et les nébuleuses, est constituée de plasma, autrement dit de fluide conducteur. Les équations de la MHD sont alors fondamentales pour comprendre aussi bien les phénomènes qu'on observe à la surface du Soleil que dans le vent de particules chargées qu'il éjecte en permanence ou dans les nuages de matière du milieu interstellaire. Mais la MHD a aussi des applications pratiques et les ingénieurs n'ont pas manqué d'idées pour la mettre en œuvre. Tout d'abord, pour créer des pompes avec l'immense avantage de ne pas employer de pièces mobiles et donc bien moins de problèmes d'usure. On retrouve aujourd'hui des pompes MHD dans toute une variété d'applications industrielles, des fonderies par exemple où elles permettent de faire circuler le métal en fusion, jusqu'à certaines centrales nucléaires. La MHD trouve aussi sa place dans la recherche spatiale et on la retrouve dans certaines technologies de moteurs à propulsion ionique en cours de développement. Sur Terre, elle a également fait l'objet d'études pour la propulsion marine, avec par exemple le Yamato 1 développé dans les années 90 par Mitsubishi, dont le moteur à MHD propulsant l'eau de mer permettait d'atteindre la vitesse de 8 nœuds, soit une quinzaine de kilomètres à l'heure.
Les principes de la MHD peuvent aussi être employés dans le sens inverse, et tout comme elle permet de mettre en mouvement un liquide en utilisant un champ magnétique et un courant électrique, elle offre aussi la possibilité, si on possède un aimant et un fluide conducteur déjà en mouvement, de générer en retour un courant électrique. C'est ce qu'on appelle ici un générateur MHD, et c'est d'ailleurs de cette manière que le phénomène a été mis en évidence pour la première fois. Le physicien britannique Michael Faraday, connu pour les cages du même nom dont on parlera peut-être une prochaine fois, a fait dès 1932 une expérience à grande échelle. Plaçant de part et d'autre du pont de Waterloo sur la Tamise des électrodes reliées par un fil électrique de 290 mètres et comptant à la fois sur le champ magnétique terrestre et le courant du fleuve, il pensait pouvoir déceler un courant dans son fil. Malheureusement, l'eau douce du fleuve est très peu conductrice et le courant induit est trop ténu pour ces instruments de mesure. Cependant, l'idée était bonne, et c'est son compatriote William Hyde Wollaston qui réussit en 1851 la même expérience, en se plaçant cette fois à l'embouchure du fleuve, là où l'eau est saumâtre et donc plus conductrice, et en utilisant le courant généré par la marée montante pour induire un faible courant électrique. Avec des vitesses de déplacement de l'eau de quelques kilomètres à l'heure seulement, il est cependant impossible de générer de grandes quantités d'électricité de cette manière, et en particulier, aucune centrale n'a jamais vu le jour. Par contre, il y a d'autres façons plus intéressantes de produire du courant par MHD. Pour obtenir un courant significatif, il faut à la fois que le fluide soit très conducteur et que sa vitesse soit la plus élevée possible. C'est justement ce qu'on obtient en ionisant un gaz de combustion à la façon d'un moteur de fusée où il est possible d'enflammer dans une chambre un combustible fossile et faire passer le gaz éjecté au milieu d'un dispositif MHD. La vitesse du fluide étant alors très élevée, il devient possible de générer un courant intéressant. Une application de ce principe était même vue dès les années 60 comme une façon d'améliorer significativement l'efficacité des centrales électriques thermiques avec plus de 50% voire 70% de rendement énergétique contre 40% à l'époque. Pour les centrales classiques, l'autre grand avantage c'est bien sûr l'absence de pièces mobiles et donc potentiellement une bien plus grande durabilité de l'installation. Ok, les pompes, les générateurs et les tâches solaires, tout ça c'est fascinant, mais quel rapport avec nos missiles dans la vidéo du mois dernier ? Eh bien, pour le comprendre, il faut commencer par jeter un œil aux commentaires que l'on a eu sous la première vidéo, dans lesquels une référence revient presque à chaque fois, le travail de monsieur Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un physicien et vulgarisateur scientifique français, connu notamment pour le modèle cosmologique alternatif Janus qu'il défend, et ses excellentes BD de vulgarisation qu'en passant je vous recommande, dans lesquelles, à travers des personnages attachants, il réalise le tour de force de nous plonger, l'air de rien, dans les sujets les plus complexes, de la robotique à la géométrie non euclidienne. À ce moment de la vidéo, je tiens tout de même à mettre une chose au clair, Internet et YouTube en particulier, c'est un espace où les mauvaises interprétations sont très courantes. Ce qui va suivre ne vise en aucune façon à dénigrer Monsieur Petit, dont il s'agit en premier lieu de respecter les opinions, et dont on ne peut qu'apprécier le travail en tant que vulgarisateur. Mais ce qu'on va essayer de faire en revanche, c'est essayer d'apporter un autre point de vue sur certaines des affirmations relayées sur les commentaires de la dernière vidéo. Ceci étant dit, revenons-en à la MHD. Ce qui revient dans la grande majorité de ces commentaires, c'est la certitude que les missiles hypersoniques que nous évoquions ensemble ne doivent leur existence qu'à la mise en œuvre de la MHD en tant que technologie militaire secrète uniquement maîtrisée par l'armée russe. On va donc voir maintenant pourquoi il nous est impossible d'affirmer une chose pareille. Si on laisse de côté le fait que pour une technologie secrète elle a l'air plutôt célèbre vu le nombre de réactions, une simple recherche Google permet de comprendre d'où vient cette certitude. Dès qu'il est question à la fois de missiles et de MHD, tous les articles, forums et autres vidéos font unanimement référence à une même source, la vidéo publiée par Monsieur Petit sur sa propre chaîne YouTube en 2018 et intitulée « Les nouvelles armes MHD de Poutine » ainsi que les déclinaisons qu'il en a réalisées depuis. Bon, je ne vais pas vous la passer ici, mais je vous laisse le lien en description pour aller la découvrir si vous voulez en savoir plus. Monsieur Petit, qui est lui-même un expert de longue date en MHD, y réagit à un discours prononcé en mars 2018 par Vladimir Poutine, dans lequel ce dernier fait l'annonce des nouvelles armes dont la Russie est alors en train de se doter, et parmi elles, les fameux missiles hypersoniques. On peut noter d'emblée que ni dans ce discours, ni dans aucun autre à notre connaissance, le président russe ou son entourage n'évoque l'usage d'une technologie MHD, ni rien qui s'y apparente. Ils se contentent seulement de faire état du développement d'armes uniques en leur genre et d'en fournir quelques caractéristiques, en particulier une portée qualifiée d'infinie et une vitesse de Mach 10. Monsieur Petit réagit alors à ça en affirmant d'une part qu'une portée infinie ne peut être obtenue que par l'emport d'un réacteur nucléaire, et d'autre part que ces missiles ne peuvent atteindre de telles vitesses qu'à condition de mettre en œuvre des techniques de MHD alimentées par ce même réacteur. Ici, la MHD permettrait alors de modifier les écoulements d'air autour des engins, à la fois pour les piloter, s'affranchir des frottements et régler le problème de l'échauffement provoqué par la compression de l'air en avant du fuselage.
Bon, encore une fois, il n'est pas question de remettre en cause ce que Monsieur Petit affirme des capacités théoriques de la MHD, il est un expert du domaine, ce que nous ne sommes pas, et il maîtrise de toute évidence les notions physiques qui lui sont associées. Mais il y a quand même des choses à dire sur cette vidéo. D'abord, elle a été tournée il y a 4 ans, et depuis cette date, ces armes ont déjà perdu une partie de leur mystère. On sait aujourd'hui qu'elles n'ont pas une portée infinie, mais plutôt de l'ordre de 1000 à 2000 km suivant les modèles, et il n'y a aucune raison de penser qu'ils embarquent une chose aussi encombrante et délicate à mettre en œuvre qu'un réacteur nucléaire miniaturisé. Le Kinjal, dont il est principalement question dans le discours de Monsieur Poutine, est maintenant connu comme un missile mono-étage à propulsion solide plutôt classique. Une fois largué par avion en haute altitude, au moins 10 000 mètres, il monte encore et évolue dans une zone où les frottements de l'atmosphère sont réduits à une fraction infime de ce qu'ils sont au sol, diminuant largement les problèmes d'échauffement. Sa portée estimée à 2000 km est en passant pour moitié due à celle de l'avion qu'il transporte dans sa première phase de vol. Le missile Zircon, lui, dont le fonctionnement met en œuvre, comme on l'évoquait la dernière fois, un super statoréacteur et dont la portée est estimée à 1 millier de kilomètres, évolue également à des altitudes comprises entre 30 et 40 km, où la densité de l'atmosphère est réduite à 1/100 de sa valeur au sol. Par ailleurs, il existe bien des façons de lutter contre l'échauffement, comme on a appris à le faire dans le secteur spatial, avec des circulations de fluides cryogéniques ou des matériaux empruntés au bouclier thermique. Mais cela suffit-il à assurer sa survie ? Eh bien, il n'y a qu'une façon de le savoir, qui est de réaliser des simulations numériques associées à des essais en vol. Donc ici, pas plus nous que Monsieur Petit n'avons les moyens de trancher. Mais dans tous les cas, cette analyse vieille de 4 ans a la faiblesse de reposer entièrement sur des informations fournies par le président russe dans ce qu'il était, il faut le rappeler, un discours de nature politique et non technique, avec la part d'esbrouf inhérente à l'exercice, comme on l'a vu sur la portée annoncée infinie de ses missiles. Depuis, ces engins, vous l'avez compris, sont un peu mieux connus et d'autres nations ont emboîté le pas à la Russie dans leur développement, comme la Chine avec son planeur hypersonique Dongfeng 17, nouvelle star des défilés militaires, et les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie qui, dans le cadre de leur pacte de sécurité AUKUS, ont affirmé avoir fait voler leur premier missile hypersonique à propulsion aérobie en début d'année. S'il s'agit de toute évidence d'objets mettant en œuvre des technologies de pointe, aucun de ces acteurs ne fait état de technologie MHD dans leur développement. L'emploi de la MHD dans le domaine des missiles hypersoniques est donc à prendre comme un avis personnel de Monsieur Petit, une hypothèse qu'il s'agit de respecter, mais rien de plus. Rappelons au passage qu'une affirmation tenue même par un expert de bonne foi sans source fiable ou données expérimentales pour appuyer ses dires, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Ça ne possède aucune valeur scientifique ou informative, et vous comprenez donc pourquoi le sujet n'avait pas sa place dans notre épisode précédent. Ceci dit, à la lecture de tous ces commentaires, on peut tout de même s'étonner de la virulence avec laquelle certains réagissent, le sujet est finalement assez anodin, on ne fait que discuter technique, ou alors j'ai raté quelque chose. Bon, en fait, il suffit de creuser un peu pour comprendre que pour certains de ces promoteurs, le sujet de la MHD n'est pas aussi anodin que ça. Cette science décrite et expérimentée depuis presque 2 siècles s'est en quelques années entourée d'une aura de mystère à la limite du complot, et ce car avant d'en faire la promotion comme technologie militaire russe secrète, c'est à des personnages d'une toute autre nature que Monsieur Petit essayait déjà d'en attribuer l'utilisation. Comme il l'explique dans de multiples interviews depuis une trentaine d'années, la MHD serait pour lui également la solution au mystère des ovnis. Elle viendrait s'opposer à un argument avancé à l'encontre de la théorie des vaisseaux aliens, qui est qu'un objet traversant le ciel en un éclair se déplace dans l'atmosphère au-delà de la vitesse du son, et devrait fatalement générer un bang, ce qui ne semble pas être le cas dans les observations rapportées. La MHD appliquée au plasma supposé entourer une soucoupe serait alors la clé de la suppression des ondes de choc, et donc du bang supersonique. Ainsi, tout rentrerait dans l'ordre pour les ufologues, mais dès lors, les passions qui entourent la MHD dépassent celles du simple débat technique pour gagner celle de la conviction intime et devenir la clé d'un certain système de croyances. On comprend alors un peu mieux la nature des affects qu'elle engendre. Alors, rapidement, quel poids donner à cette analyse d'ingénierie extraterrestre ? Pour répondre à cette question avant même d'en discuter les détails physiques, on peut faire appel à Fontenelle et son paradoxe de la dent en or, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à découvrir la vidéo de l'excellente chaîne Hygiène Mentale sur le sujet que je vous affiche ci-dessus. Suivant l'adage de ce conte, assurons-nous bien de la réalité du fait avant de nous inquiéter de sa cause, car il semble qu'encore une fois, on parte ici d'une conclusion admise, à savoir que les extraterrestres nous survolent à bord de soucoupes volantes supersoniques, et une fois celle-ci posée, on échafaude les théories susceptibles de lui donner raison. Une méthodologie renversée qui ne permet malheureusement pas d'aboutir à une conclusion valide. Voilà les terriens, il y aura encore beaucoup à dire sur la MHD et ses applications, réelles ou fantasmées, et il faudrait bien plus d'une vidéo pour couvrir complètement le sujet.
J'espère déjà avoir modestement contribué à en démystifier les principes et à avoir mis en perspective les passions qui l'entourent. N'hésitez pas à poursuivre le débat en commentaire, à condition bien sûr de rester aussi respectueux des points de vue opposés que nous avons tenté de l'être ici. Si cette vidéo vous a plu, laissez-lui donc un pouce, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes, et je vous dis à très bientôt, ciao les terriens.